Vous avez certainement déjà entendu que les anciens associaient les plantes aux planètes, aux éléments, aux divinités ou encore aux vertus humaines. Eh bien, cette manière de penser repose sur un principe fondamental, les correspondances. Je vous propose d'explorer aujourd'hui cette pensée afin que chacun puisse nourrir sa propre réflexion et construire un rapport plus conscient au monde, non pas pour imposer une croyance, mais bien pour rendre à chacun la liberté de penser ses héritages et d'en tirer ce qui lui semble juste. Une lecture symbolique est un atout indispensable pour appréhender les différents aspects d'une plante. Elle vient enrichir notre compréhension par une dimension supplémentaire, ou devrais-je dire complémentaire. L'étude du symbole permet de comprendre les dynamiques en jeu à l'intérieur de nous, autour de nous et dans la nature. Les correspondances ou analogies reposent sur un langage symbolique qui permet de lire dans la nature et extraire du sens par la mise en relation de qualités identifiables. L'inférieur étant le réceptacle du supérieur, les choses manifestées ne sont que des conséquences de principes directeurs. Ainsi, les plantes portent en elles certaines signatures de ces influences et participent par elles-mêmes à la manifestation de ces forces. L'expression de leur nature constitue leur raison d'être. Chaque être vivant est le fruit d'un besoin, et sa nature, formée d'un assemblage de principes directeurs, répond aux besoins de la création. Création qui exprime tous les potentiels et tous les principes, en maintenant son équilibre de manière dynamique. Comprendre quel rôle joue une plante dans cet équilibre global, quel sens elle porte et quelles forces sont actives en elle est essentiel pour la connaître véritablement. Mais cette connaissance ne s'accomplit réellement que lorsque cette réalité est vécue en soi. La pensée symbolique est peu valorisée de nos jours comparée à la pensée rationnelle, pensée à laquelle elle ne s'oppose pourtant pas, mais qu'elle vient compléter en apportant un niveau de lecture différent. Paradoxalement, il est évident qu'elle est largement utilisée dans notre société au sein de domaines d'influence tels que la publicité, la politique, l'art ou encore la psychologie. Quoi qu'il en soit, le symbole est au cœur des systèmes magiques anciens et modernes, car dans ce paradigme, tout ce qui est véhicule du sens. Les forces en action véhiculent du sens. Le langage symbolique est avant tout culturel, bien que le symbole, lui, est dans son essence universel. Ceci s'explique par le fait qu'un symbole extraordinairement riche est reçu d'une manière différente selon la personne, l'époque ou la culture, ce qui lui confère une certaine polysémie, alors que son essence, elle, ne change pas. C'est bien la manière dont il est perçu qui change au fil du temps et du contexte culturel. Alors, il convient de plonger ses racines dans le terreau de notre tradition, quelle qu'elle soit, afin de structurer une vision cohérente du monde et d'en faire un outil pratique, un langage naturel. Parlons maintenant de ce qu'est concrètement cette notion d'analogie ou correspondance, mot que vous avez sans doute entendu maintes fois, mais dont la définition est peut-être floue. L'analogie n'est donc autre chose que la parité de signification. Henri Comte de Boulainvilliers. Prenons le temps de développer un peu cette courte définition extraordinairement concise et pertinente. L'analogie est le point commun entre deux choses dans le réservoir de sens qui les constitue. Aussi, il est indispensable de comprendre que deux choses peuvent être en analogie, oui, mais sur un point précis. Si le lierre grimpant est saturnien, c'est parce qu'il est froid et sec, premier point commun, et parce qu'il symbolise le temps qui passe lorsqu'il recouvre les maisons ou la vieillesse des arbres qui se laissent recouvrir par lui. Cependant, le lierre
ne reçoit pas la totalité des attributs saturniens. Et inversement, tous ces attributs ne sont pas saturniens. Mais nous y reviendrons plus tard. Jusqu'ici, vous m'avez entendu utiliser les mots analogie et correspondance indifféremment. On pourrait chipoter et trouver quelques nuances, mais dans mon propos, ils définissent bien la même chose. On pourrait définir une correspondance par le fait que deux choses se répondent mutuellement, et l'analogie par un processus de pensée qui établit une relation entre deux éléments de nature différente, un rapport de ressemblance ou de correspondance. Vous voyez que dans notre contexte, ils transcrivent tous les deux une même réalité et sont souvent utilisés l'un comme l'autre dans la littérature magique ou symbolique. La pensée analogique consiste donc à établir un lien entre deux choses par similitude. Et comme le semblable attire le semblable par sympathie, une chose peut en réalité être un pont vers une autre. Et de multiples choses réunies ensemble peuvent être une porte vers le point commun qui les unit. Or, dans les plantes, les racines tiennent de la terre par leur épaisseur, et les feuilles de l'eau par leur suc, les fleurs de l'air par leur subtilité, les semences du feu pour leur esprit génératif. Outre cela, il y en a qui sont chaudes, d'autres froides, d'autres humides, d'autres sèches, et qui prennent leur nom des qualités des éléments. Extrait de la philosophie occulte d'Henri Corneille Agrippa. Entendons-nous bien. Autant le système analogique est un outil précieux qui permet de classer et de situer une plante dans le vivant, autant il peut rigidifier notre vision du monde et conditionner de manière réductrice notre expérience de la nature s'il est pris à la lettre, de manière dogmatique. Le système ne prévaut pas sur la nature. Il doit être là pour enrichir, pas pour enfermer. Bien plus qu'un ensemble de tableaux énumérant des correspondances, il est plutôt une capacité à trouver des liens entre les choses. D'ailleurs, c'est un outil traditionnel dont la portée est purement opérative en magie et en médecine. Le but de mon travail est de permettre une relative émancipation des livres et des tableaux de correspondance qui parfois, il faut le dire, varient selon les auteurs, voire se contredisent carrément. Il s'agirait plutôt d'intégrer le système de pensée qui permette de reconnaître autour de soi l'expression de ces forces en action, en ayant préalablement pris conscience de ces énergies en soi, pour donner un cadre à une expérience directe de la nature. Comme dit précédemment, la plupart des systèmes de correspondance ont une portée pratique en magie. Il s'agit de retrouver autour de soi dans la nature des signatures en analogie avec une énergie particulière. Par exemple, une énergie planétaire, dans le but d'appeler cette énergie planétaire. La plante est utilisée par similitude avec ce qu'elle peut symboliser, ce qu'elle porte, et non pour elle-même. C'est une nuance indispensable à garder à l'esprit pour relativiser la portée de ces classifications. Les anciens étaient très pragmatiques. Considérons ce qui peut être la première échelle de compréhension du vivant, l'unité, puisque tout provient de là. Chaque plante, comme tout être vivant, est reliée à l'ensemble, au tout. Mais chaque plante est unique. Il ne faut pas réduire une plante à ses correspondances. Au travers de ces systèmes analogiques, nous observons des tendances, des dominantes au sein des influences qui régissent une plante. Mais chaque plante est un être complexe, comme nous l'avons vu dès la première phrase de la définition du végétal. Cet axiome est peut-être le plus important. Nous pouvons ensuite commencer à discerner les plantes qui sont dites masculines des autres dites féminines.
Je ne parle pas ici de sexe des fleurs, mais bien sur un plan ontologique. Prenons l'exemple d'un célèbre breuvage amazonien qui est, dans sa version la plus pure et traditionnelle, l'union d'une plante mâle, l'ayahuasca, et d'une plante femelle, la chacruna. Cette médecine opère donc l'union des polarités, ce qui lui confère une portée universelle. Déjà, le corpus hippocratique et galien distinguait les plantes chaudes et sèches comme masculines et les plantes froides et humides comme féminines. Dioscoride utilisera ces classifications pour son encyclopédie médicale, mais à ce stade, cela reste lié aux propriétés élémentaires. Le corpus hermétique et Agrippa développeront les analogies, et enfin, Paul Sédir, au XIXe siècle, synthétisera ses savoirs traditionnels associés aux plantes et développera le rapport des plantes aux signatures, leur caractère mâle ou femelle, leur énergie expansive ou réceptrice, etc. L'échelle du 2 peut avoir un intérêt philosophique et magique, mais le 2 nous parle aussi de dualité, d'altérité et induit la notion de relation. La relation qu'a la plante avec son environnement duquel elle fait partie, mais aussi la relation entre sa nature et la nôtre. N'oubliez pas que la plante est intimement liée au terrain. De par l'interaction entre la plante et nous, elle peut agir comme un miroir et mettre en lumière certains aspects de nous-mêmes, en les exacerbant ou à l'inverse en les inhibant, et par conséquent être un outil puissant pour l'exploration de soi, favorisant les processus de purge et de purification de notre psyché. Poursuivons avec les 4 éléments. Dans la pensée traditionnelle, ils sont constitutifs de toute chose, et chaque chose naturelle procède d'un mélange de plusieurs d'entre eux sous l'action de l'amour ou de la discorde, comme nous le dit Empédocle dans son ouvrage Sur la nature. Il est vrai que l'on distingue souvent une dominante qui est plus marquée que les autres au sein d'une plante, mais cela ne signifie pas pour autant que les autres énergies sont inexistantes en elle. Tout est en tout. Il est bon de rappeler que nous faisons l'expérience du monde à travers nous-mêmes, comme nous l'avons vu dernièrement. Aussi parfois, notre propre subjectivité nous aveugle via les filtres de nos conditionnements ou simplement de notre nature. Ce qui nous rend plus réceptifs à certains aspects d'une plante et aveugle à d'autres. On ne le dira jamais assez, mais toute démarche sérieuse commence par une connaissance suffisante de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Fronton du temple d'Apollon à Delphes. Les 4 éléments offrent déjà une approche redoutable par leur simplicité et leur efficacité pour aborder les plantes et s'en servir. Mais il convient pour les reconnaître d'avoir pris conscience de l'expression de ces éléments en soi afin d'en avoir une lecture pertinente. La science doit être vécue. Platon développe la question des éléments dans le Timée, mais c'est Aristote qui va systématiser cette doctrine élémentaire en associant notamment des qualités à chaque élément. Le feu est chaud et sec, l'air est chaud et humide, l'eau est froide et humide et la terre est froide et sèche. Son travail restera une référence absolue pendant près de 2000 ans en médecine, alchimie, magie naturelle et philosophie. C'est une pierre angulaire de la tradition occidentale. Je suis certain que si je vous parle de piment, vous n'aurez pas de difficulté à me dire quel élément domine en lui. Par une approche sensorielle, un peu d'intuition et une connaissance vécue de ses principes, il est très facile d'identifier les dominantes d'une plante et d'en déduire la dimension de ses propriétés par un jeu d'analogies. Petit aparté. Je ne vais pas énumérer les propriétés de chaque élément, ce qui rendrait cet épisode rébarbatif et indigeste. Leurs propriétés et leur nature sont largement détaillées dans la littérature et même accessibles sur YouTube. Personnellement, je ne peux que vous conseiller de lire La philosophie occulte d'Henri Corneille Agrippa,
un classique de la tradition magique et hermétique occidentale. Ou pour rester sur un versant thérapeutique, vous pouvez explorer Galien, célèbre médecin qui a théorisé largement les 4 humeurs en lien avec les éléments. Je peux aussi vous conseiller de vous intéresser à l'astrologie, ne serait-ce que pour intégrer les propriétés élémentaires, zodiacales et planétaires, mais la richesse de cette discipline pourrait bien vous servir au-delà encore. Reprenons. Les éléments peuvent chacun être diffractés en triplicité. C'est le système des signes zodiacaux qui permet d'affiner encore un peu notre lecture en passant sur une échelle de 12 correspondances, offrant plus de souplesse et une grande profondeur dans l'analyse et l'interprétation du sens de la nature. Ces signes étant les domiciles des astres de notre système solaire, nous avons donc un système élémentaire et planétaire. C'est le système astrologique. Il n'est pas rare, lorsque l'on joue au jeu des analogies, de constater que les dominantes principales d'une plante ont des rapports harmoniques entre eux. Opposition, des axes en astrologie, trigone, sextile ou carré, un peu comme un accord de musique. Par exemple, reprenons Hedera helix, notre lyre grimpant, plante à dominante saturnienne, symbole du temps qui passe lorsqu'il recouvre les maisons abandonnées ou les vieux arbres, très ligneuse, donc très marquée par la terre, non comestible pour l'homme, et dont on tire une huile pour la peau, contre la cellulite. La peau étant traditionnellement associée à Saturne et également à Vénus. Il a également une forte dimension lunaire. Il est nourricier pour la faune. Ses fleurs sont très mellifères et ses fruits sont très appréciés des oiseaux. Capable de mycorhizer une quantité incroyable de champignons et de stimuler la vie du sol via ses exsudats racinaires, et donc stimuler la fertilité, mais aussi protéger l'arbre des pathogènes et du gel en le recouvrant. Il abrite une quantité incroyable d'auxiliaires. On dit que le binôme chêne plus lierre peut regrouper plus de 700 espèces d'êtres vivants. Il régule les excès d'eau présents au niveau des racines de l'arbre et dépollue l'atmosphère. La feuille est cireuse, ce qui est également selon moi une signature lunaire. On retrouve finalement l'axe Capricorne-Cancer qui se démarque, bien qu'une analyse plus poussée mette en lumière aussi des qualités vénusiennes, plutôt associées à la Balance. C'est une plante grimpante, donc qui est en relation étroite avec son support. Il y a le mutualisme interespèces et l'action anticellulite. Terminons ici avec les analogies planétaires qui sont, avec les éléments, la pierre angulaire des systèmes magiques occidentaux. Ici, nous pouvons nous contenter du système traditionnel de 7 astres, Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, en considérant les transsaturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, comme des octaves supérieures de Mercure, Vénus et Mars. Donc, de manière traditionnelle, on n'utilise pas ces transsaturniennes. Chaque plante est une étoile terrestre. Ses propriétés célestes sont inscrites sur les couleurs des pétales et ses propriétés terrestres sur la forme des feuilles. Toute la magie y est contenue puisque les plantes représentent tout l'ensemble des puissances astrales. Extrait des plantes magiques, botanique occulte et constitution secrète des végétaux de Paul Sédir. L'étude de l'astrologie et la pratique magique permettent d'appréhender ces énergies naturelles et vivantes, de les intégrer consciemment et ensuite de reconnaître leur expression dans notre environnement. Avec ça, plus besoin de livres, on peut lire directement dans la nature. N'oublions pas que chaque planète couvre un spectre large et complexe d'influences. Aussi, 2 plantes qualifiées de lunaires seront différentes. Elles porteront même peut-être des qualités différentes de l'astre. Et dans le cadre d'un rituel que l'on souhaiterait accomplir, elles ne sont pas forcément interchangeables.
Il est important lorsque l'on lit quelque part que telle plante répond de telle planète de se demander en quoi. L'analogie est précisément cette zone commune dans le champ symbolique des deux parties. C'est pour cela qu'un tableau de correspondance n'a que peu d'intérêt en dehors du cadre dans lequel il a été écrit. Comprenez que j'aborde ici la question des correspondances dans un cadre où l'on souhaite apprendre à reconnaître les qualités intrinsèques des plantes pour s'en servir. Mon propos est didactique et vise à proposer une voie de connaissance de chaque plante. Mais il faut aussi dire que certains tableaux de correspondance sont issus de courants initiatiques particuliers. Et bien que l'on puisse parfois trouver à redire sur les classifications, sans prétendre non plus qu'elles soient fausses, elles fonctionnent au sein de ces systèmes pour ce qu'elles représentent. Je pense notamment au Liber 777, une table de correspondance très fournie issue de la Golden Dawn. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Extrait du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Seulement voilà, dans une quête d'approfondissement de la nature et de connaissance du végétal, soucieuse de comprendre pourquoi et en quoi telle ou telle énergie s'incarne dans une plante, une liste d'analogies est rarement suffisamment précise concernant les propriétés de chaque plante. Si la plante n'est pas comprise et intégrée pour ce qu'elle est, ou ce qu'elle représente, alors son emploi rituel à partir d'un tableau issu d'un courant auquel nous n'appartenons pas relève d'une simple recette de cuisine. C'est selon moi beaucoup plus intéressant de raisonner par signature des parties, comme le décrit notre cher Henri Cornelius Agrippa dans la philosophie occulte. La partie n'est pas le tout. Il est primordial de ne pas l'oublier et de mettre cet adage en perspective avec le fait que les plantes sont des êtres complexes, comme nous aussi qui recevons les influences de tout le ciel. Il n'y a qu'à voir un thème astral. Dans le jeu des signatures, n'oublions jamais qu'une partie ne résume pas le tout, bien qu'elle soit en interaction permanente avec. Aussi, Agrippa, dans sa grande sagesse, nous livre un arcane essentiel de l'usage des correspondances en distinguant des aspects bien précis liés aux astres, les couleurs, les odeurs, les goûts. Ces systèmes anciens sont faits pour reconnaître ces analogies autour de nous et nous permettent de nous en servir par leur qualité intrinsèque et leur influence sur l'opérateur. Car c'est toujours un jeu de relations entre le microcosme de l'opérateur et le macrocosme de la nature. Une plante peut exprimer plusieurs de ces énergies au travers de ces différents aspects et constituer un réservoir de possibilités incroyables. Chaque être complexe est un réservoir de sens. Prenons l'exemple de la grande ortie, Urtica dioica. Sa floraison est discrète, ce qui est un trait saturnien. Elle est inodore, une caractéristique lunaire. Sa couleur verte est vénusienne, son goût frais de verdure est un peu lunaire lui aussi, et pourtant, il suffit de l'effleurer pour comprendre le feu qui l'anime et sentir les jurons nous monter au nez pour exprimer Mars dans toute sa verve. Une énergie qui s'exprime jusque dans ses valeurs nutritionnelles puisqu'elle est très riche en fer, protéines, vitamine C et provitamine A. Aussi, nous comprenons la complexité de l'ortie et nous pourrions continuer à exposer une quantité d'exemples dans ce sens, comme la ronce ou la rose, dont Agrippa nous dit de ce qui a du rapport avec Mars. Entre les plantes et les arbres, tout ce qui a des épines qui piquent ou font démanger la peau. Et pourtant, nous conviendrons qu'il est difficile d'attribuer à la ronce une personnalité martiale, bien que vous l'aurez compris, on trouvera évidemment des traits de caractère martiaux. En résumé, la couleur, l'odeur ou autre ne définit pas une plante. Une odeur est vénusienne, une couleur est martienne, et par conséquent nous avons des indices des énergies en action chez une plante. Cependant, cela est insuffisant pour définir une plante.
La vie est toujours plus complexe et subtile. Donc, bien que chaque plante soit elle, toute seule un réservoir d'influence assez généreux, comment la connaître pour ce qu'elle est réellement et l'appréhender dans sa globalité? Eh bien, ce sera le thème du prochain épisode. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Quand la terre est calme, que l'eau est claire, le ciel silencieux et le feu tranquille, l'esprit souffle dans la nature et j'entends ses murmures comme des poèmes merveilleux. Je me blottis et je veille, conscient dans la nuit de chaque bruissement. Ô fleuve céleste qui se déverse dans mon chaudron, ruisselant des 4 directions, faites jaillir un volcan de mon cœur enivré, un silence embrasé qui suspend le temps, ouvre la porte d'un torrent de grâce. Et je vois ces paires d'ailes qui palpitent d'amour. Elles se consument de servir la table du festin qui éclaire le monde. Barbe verte, extrait des poèmes de La Sylve.